Alors bonjour tout le monde. Dans ce cours qui est une introduction aux littératures francophones, nous allons parler de la langue française et de son imaginaire comme un moteur à la création littéraire. J'ai choisi de mettre cette citation de Calvet tirée de son ouvrage La guerre des langues qui reste un ouvrage référence. Et je le cite, il n'existe pas de pays monolingue, c'est-à-dire que cette idée reçue qu'on ne parle qu'une seule langue est erronée. Et la destinée de l'homme est d'être confronté aux langues et non pas à la langue. Pourquoi? Parce que la langue, c'est un imaginaire. On ne parle pas une seule langue. On a une langue officielle, on a des dialectes, on peut apprendre des langues étrangères. Et donc, ce mélange, c'est aussi s'imprégner d'autres imaginaires. Donc le plan du cours est le suivant, c'est le français langue d'adoption. Donc je vais expliquer comment, pourquoi on a choisi le français, d'où vient le rayonnement de la langue française dans le monde. Donc je vais en expliquer les raisons, d'abord parce que la France est la terre des libertés, ensuite parce que la littérature française est une littérature d'exception, il y a aussi un imaginaire inhérent à la ville de Paris, donc Paris sera toujours Paris, et enfin la corrélation entre la langue française, la France et l'exil. Alors, pourquoi la langue française est-elle devenue une langue d'adoption? C'est d'abord grâce au rayonnement de la langue française qui était, rappelons-le, le symbole de ce génie français admirablement illustré par Rivarol dans son discours sur l'universalité de la langue française, ouvrage paru en 1784. Il faut choisir que la langue française a été l'une des premières langues codifiées, ce qui en a facilité l'apprentissage. Il y a eu des dictionnaires, il y a eu des manuels de langue, et ça a été un point de changement pour que les gens apprennent la langue française. Donc ici, vous avez une illustration de ce discours fait par Rivarol. Donc la langue française, à partir du XVIIIe siècle, est devenue une langue de génie parce qu'elle est codifiée, elle est sûre, elle est sociale, elle est raisonnable parce que justement, elle est codifiée. C'est la langue humaine, c'est-à-dire que elle transmet les valeurs humaines, le fait de bien réfléchir, le fait de vouloir partager, etc. Et on ne sèmera plus la guerre dans des paroles de paix. C'est-à-dire que vous savez que la France a été un empire, qu'il y a eu des colonisations, etc. Et donc la langue française voulait propager ses valeurs même à travers les conquêtes militaires. Dès 1684, donc avant la parution de l'ouvrage Référence de Rivarol, Pierre Bayle avait écrit en 1684: La langue française est désormais le point de communication de tous les peuples de l'Europe. C'est une langue transcendantale. Alors, on a magnifié la langue française et pour cause, pardon, parce que d'abord, il y a eu le rayonnement de l'Empire français. Vous savez que la France, qui avait été un empire colonial, elle a aussi propagé sa culture. Le roi Soleil était connu pour être d'abord un génie militaire, mais aussi le protecteur des arts et des lettres. Et donc, il y avait cette idée que la France est une terre d'exception, c'est la grâce, c'est l'élégance, ce sont les arts, c'est le théâtre, la danse, c'est Versailles. Versailles est resté jusqu'à présent corrélé à toutes les valeurs positives. Donc, il y a eu à un moment cette interaction. La suprématie de la langue française, c'est la suprématie de la civilisation française et c'est normal. En fait, si on veut transmettre une culture, on commence par transmettre la langue. Et de la même manière, si on veut gommer la culture d'un peuple, on s'attaque en premier à la langue et c'est tout ce que les colonisations ont fait. C'est-à-dire, moi je colonise un pays, par quoi je vais commencer pour assujettir le peuple? Je vais tuer les paramètres constitutifs de l'identité de ce peuple et ça commence avec la langue. Donc, quand un peuple veut s'imposer, il faut que sa langue s'impose. Et la France s'est imposée
à travers les arts, à travers les conquêtes militaires et à travers aussi sa langue. Alors pourquoi? Parce que d'abord, il y a cette aura dont jouissent les grands monuments de la littérature française, y compris dans les cours européennes. Vous savez que le philosophe Voltaire, il a voyagé en Europe, il est parti en Allemagne, il est parti en Russie. Et donc, pour ces gens qui ne connaissent pas la France de près, qui connaissent la France à travers les hommes et femmes de lettres, ils ont eu, quand même la France, elle a eu d'excellents ambassadeurs. La deuxième raison, j'en ai déjà parlé, c'est le triomphe de la France en temps de guerre. La France est un empire. C'était un empire avant la montée du colonialisme, c'est resté un empire au 19e et 20e siècle avec la colonisation. Elle a remporté plein de guerres, elle est arrivée jusqu'en Russie, elle a colonisé des pays partout sur les 5 continents. Ensuite, à un moment, on a adopté la langue française comme langue des échanges diplomatiques. Donc, quand il fallait régler un conflit entre deux royaumes ou entre la France et un autre pays, qu'il soit francophone ou non d'ailleurs, eh bien, on utilisait la langue française. Eh bien, résultat, cette langue française s'est propagée partout en Europe et elle se propagera après dans les territoires colonisés. Alors, on a plusieurs témoignages à cet égard. Le français s'impose à tous sans le concours d'aucune autorité politique. C'est-à-dire qu'à un moment, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la colonisation qui a permis la propagation de la langue française. La langue française est corrélée, comme je l'ai dit, à un imaginaire positif, les arts, la philosophie, la liberté, la mode, et donc ce n'est pas seulement la guerre qui a permis la propagation de la langue française. Donc, la France s'impose à tous comme la langue de tous, au service de tous, la langue de la civilisation et de la conversation raffinée. Raffinée pourquoi? Parce qu'elle a été codifiée et qui s'étend à toute l'Europe. Deuxième témoignage, le français est une langue d'un extrême classicisme qui est extrêmement faite, formée, avec un passé énorme d'écriture et d'intelligence. On retrouve des écrits en langue française qui datent du Moyen-Âge. Alors, ce n'est pas la langue française que nous connaissons aujourd'hui, c'est plutôt l'ancien français, ensuite le moyen français, mais ces écrits-là existent. Donc, c'est un moyen intelligent, très intelligent. Pourquoi on dit que c'est intelligent? Parce que la langue, elle est codifiée. Je pense que la langue française, raisonnée, intelligente, belle, est un point d'appui merveilleux pour développer certaines données de l'intelligence, certaines propositions intelligentes. Il faut toujours de la méthode pour transmettre une information. Ce qui se conçoit bien se dit clairement, et la langue française a justement les moyens d'exprimer des idées d'une manière claire et raisonnée. Alors, la pérennité de la langue française. Pourquoi est-ce que la langue française, qui a connu son essor à partir disons, du XVIIe siècle, pourquoi elle continue à avoir cette aura, justement? Alors, on va parler du choix de la langue française pour les non-francophones. Pourquoi un non-francophone? Vous, par exemple, en tant que Saoudien, pourquoi vous avez choisi la langue française? Alors, première raison, il y a un amour pour le français et la France. On est subjugué par toutes les idées positives qui sont liées à la France. Donc moi, je vais apprendre la langue française parce que je suis francophile, parce que cette idée de la France corrélée à la mode, au raffinement, au romantisme, à la liberté, à la philosophie, toutes ces idées-là m'intéressent et donc je vais apprendre la langue française parce que j'aime la France. Ou alors il y a un deuxième choix qui sont des raisons personnelles que je vais exposer. Alors, première des raisons, la France c'est une terre des libertés. Et je vais expliquer pourquoi. Alors, vous savez qu'il y a eu la Révolution française en 1789 qui a été maturée par la réflexion de plusieurs philosophes, de femmes et d'hommes de lettres. Et donc, le fait que le peuple se soit insurgé contre une dictature qui privait le peuple de se nourrir, déjà, de parler. Donc, il y avait une privation des droits les plus élémentaires, à savoir se nourrir. Donc, autour du monde, quand on a vu que le peuple, à travers des discours, est arrivé à se rebeller, la France, et donc par extension la langue française, est devenue corrélée
à ces valeurs très nobles de liberté. Donc la France est d'abord une terre de liberté qui offre la possibilité d'une nouvelle patrie sans aucune des horreurs du patriotisme. Donc la France, elle a cet imaginaire positif. Donc moi, en tant que personne qui vit en Europe ou bien en Afrique ou bien en Amérique latine, sous une dictature, je vais me dire, je vais aller en France parce qu'en France, je vais pouvoir vivre librement, je vais pouvoir me nourrir, etc. Et donc la France devient le symbole de la défense des droits élémentaires de la dignité humaine. Écrire en français, c'est se mouvoir dans un espace de liberté. C'est-à-dire que la langue, elle va devenir un moyen de s'approprier les valeurs nobles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et la langue française s'identifie de manière confuse à la liberté, elle donne la possibilité de s'exprimer avec une certaine liberté. Ça, c'est le premier point. Ensuite, la littérature française, elle reste une littérature d'expression. Si vous voyez le nombre de prix Nobel, le nombre d'ouvrages références écrits en langue française, vous pourrez vous rendre compte du génie et de la suprématie de cette langue. Donc s'exprimer en français, c'est de fait adopter une écriture avant-gardiste et élitiste et choisir la langue de l'intelligentsia et de la culture. On est encore dans ce référent positif lié à la langue française. Moi, quand je lis des œuvres écrites, traduites, d'abord je commence par lire les œuvres traduites d'auteurs, je me rends compte qu'ils écrivent en français, je vais vouloir étudier le français pour me rapprocher de ce style, de cette écriture et de ces idées. Donc, on a encore ces citations, les poèmes de Baudelaire, Baudelaire qui est l'un des plus grands poètes français qui a vécu au XIXe siècle. Donc, les poèmes de Baudelaire m'ouvrirent l'accès à la beauté de la langue française, langue de lecture, donc de silence intime et solitaire. Deuxième citation, pour l'amour de Valéry et de Voltaire, qui sont tous deux des écrivains et des philosophes, et pour seules armes quelques ouvrages confrontés à leur traduction, un dictionnaire bilingue et une ferveur entêtée. Donc là, c'est un écrivain qui a adoré les écrits de Valéry et de Voltaire, qui a lu les traductions et qui s'est ensuite mis à apprendre la langue française pour mieux s'imprégner du style et des idées de ces écrivains. Autre citation, le français n'est pas qu'une langue, mais un symbole d'ouverture et un lien avec l'altérité. Cela se trompe qui ne voit dans une langue qu'un moyen de communiquer. Dans la sienne, la France a voulu inventer son bonheur, le commenter, le décortiquer, le chanter, le partager, le diffuser surtout. La France que j'aime déborde ses frontières. Et c'est vrai que la littérature française, elle a voyagé partout dans le monde, grâce à son style, donc au côté stylistique, mais aussi grâce au côté thématique, c'est-à-dire aux idées qu'elle véhicule. Paris sera toujours Paris. Vous le savez, quand on dit Paris, on a un ensemble d'idées qui foisonnent directement dans la tête et que des idées positives. Paris garde en fait une image quasi mystique. C'est une ville mythifiée, littéraire par excellence et offrant un espace de liberté inouï propice à la création. Paris est donc à la fois capitale intellectuelle, arbitre de bon goût et lieu fondateur de la démocratie politique, ville idéalisée où peut être proclamée la liberté artistique. Vous savez que les gens, qu'ils soient des écrivains, des peintres, des musiciens, quand ils voulaient faire leur parcours initiatique, eh bien, ils allaient à Paris, parce que Paris comptait le plus grand nombre d'artistes, et comme c'était une ville assez libre, assez libérée, ces artistes en herbe trouvaient le cadre idéal pour s'exercer et pour exprimer leur verve artistique. Mes raisons de défendre le français ne sont fondées sur aucun nationalisme. Je n'ai aucun intérêt politique, culturel, historique ou cocardier. Je ne défends que mon plaisir. C'est-à-dire que parfois, on a reproché aux gens de laisser de côté leur langue mère pour écrire en français. Ce n'est pas un amour pour la France, ce n'est pas aussi une trahison de la terre-mère. Non, moi j'écris en français parce que la langue française véhicule des sèmes positifs et à l'imaginaire
positif. Et d'ailleurs, les écrivains francophones ont souvent été accusés d'être des transfuges à leur nation. Pourquoi tu as abandonné ta langue mère? Pourquoi tu ne parles pas systématiquement de ton pays? En fait, une langue, c'est un moyen d'expression. Et on choisit de s'exprimer dans une langue parce qu'on l'aime. Pourquoi on l'aime? Soit par patriotisme, soit parce que cette langue véhicule des valeurs qui sont proches de celles de l'écrivain ou bien du peintre, du musicien, etc. Il y a un autre facteur qui est l'exil. L'exil, j'ai appelé ça l'exil et le royaume de la langue française. La France a toujours été une terre d'accueil et d'exil pour les gens qui ont été chassés de leur terre ou bien qui ont fui leur terre pour des problèmes politiques, parce qu'il y a une famine, parce qu'il y a une guerre, parce qu'il y a une dictature, etc. Et la France, jusqu'à maintenant d'ailleurs, elle a un quota pour accueillir les exilés et leur offrir la chance de refaire leur vie en France. Et l'exil est un moteur puissant qui a poussé bon nombre d'hommes de lettres non francophones à se convertir en français. C'est-à-dire, par exemple, moi, je viens de Cuba, en Amérique latine. Et à Cuba, on ne parle pas français. Ce n'est ni la deuxième ni la troisième langue. Donc, il y a des Cubains qui ont fui la dictature de Cuba, ou alors d'abord qui ont fui l'impérialisme américain, ensuite la dictature à Cuba, qui ont fui, qui se sont installés en France et qui ont donc appris la langue française, puis qui se sont mis à écrire, à produire en langue française. Écrire, pleurer, rire ou rêver qu'en français, la seule langue dans laquelle je n'ai connu aucune oppression. Donc la langue française, parce que la France est une terre d'accueil, elle est synonyme de libération. Le français m'a apporté une liberté, une franchise, une sensation d'être un écrivain très jeune. Le choix du français est donc à la fois salvateur et moteur à la création pour ces hommes de lettres devenus francophones par choix. Le désir est le même, s'approprier cette langue et l'épouser en adoptant diverses stratégies d'écriture, et ce afin de construire une vision du monde pour qu'il y ait, comme l'a si bien dit Barthes, autant de langage qu'il y a de désir. Et je conclus, je reformule, les fondements de la culture universelle sont nés d'un échange qui dépasse toute frontière. On ne peut pas rester cloisonné et s'attendre à ce qu'il y ait une ouverture. Alors défier le cloisonnement passe par le dialogue, et le dialogue passe aussi par la langue. J'allais dire passe surtout par la langue. Une langue, du moment qu'elle est modelée par l'écrivain, n'est plus essentiellement soumise à une nationalité ou à une aire géographique. Par exemple, même les auteurs africains qui ont pour deuxième langue la français, la langue officielle étant par exemple l'arabe dans le Maghreb, mais il y a beaucoup d'écrivains qui choisissent d'écrire en français. Ça ne veut pas dire qu'ils ont laissé de côté les paramètres identitaires inhérents au Maghreb arabo-musulman. En fait, ils vont parler du Grand Maghreb, ou alors un Libanais va parler du Liban, le Sénégalais va parler du Sénégal, etc., mais en utilisant la langue française. Et ça a beaucoup enrichi le français, stylistiquement et même sémantiquement. Il va y avoir beaucoup de mots qui sont à la base arabes, ou bien wolof, ou bien portugais, qui sont devenus présents dans les dictionnaires de langue française. Donc c'est en fait un échange bilatéral. Et les littératures francophones sont un apport important à la littérature française. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, la langue française, elle va être façonnée. Un franco-français n'a pas le même style d'écriture qu'un Tunisien, par exemple. Nous, parce qu'on est une société de l'oralité comme en Arabie Saoudite, on a tendance à imprégner notre style d'un rythme précis. Un rythme et un style qui sont complètement différents de ceux de Colette, par exemple, qui est une auteure franco-française. Donc, il ne faut pas juger les écrivains qui n'écrivent pas dans leur langue mère, ça c'est la première chose. Il ne faut pas se dire que la langue, elle est différente du pays qui a donné naissance à cette langue. Et troisième chose, la langue n'est la propriété de personne. Quand je dis langue française, il n'y a pas ce rapport direct français
la France. On a dépassé cela. La langue, en fait, vous pouvez vous l'approprier, la façonner. Elle est malléable. Elle parle de votre expérience. Elle ne parle pas de la France. Et c'est pour ça que les littératures francophones sont une richesse énorme pour la langue française. Merci de votre attention.